Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Et maintenant, après le rattachement de la Crimée à la Russie, jusqu'où ira Vladimir Poutine? Le chef du Kremlin a remporté une partie cruciale tout en ravivant la ferveur nationaliste dans son pays. Les Occidentaux mettent en place des sanctions, mais pour quel effet? Et quelles seront les conséquences à long terme sur les relations entre l'Occident et la Russie? On tentera de répondre à toutes ces questions ce soir avec le grand reporter au Figaro, Renaud Girard, de retour de Crimée. La circulation alternée pour cause de pics de pollution ne sera pas reconduite demain en Île-de-France. Retour à la normale donc pour les Franciliens grâce à une amélioration globale de la situation. Le principe de cette circulation qui prend fin ce soir à minuit précisément a plutôt bien fonctionné. Le bilan du dispositif dans ce journal. Le pilote et copilote du vol MH370 au cœur de l'enquête. Les deux hommes aux commandes de l'avion qui a disparu le 8 mars dernier concentrent désormais l'attention et ce sont en particulier les derniers mots à l'intention du contrôle aérien de Kuala Lumpur qui intrigue les enquêteurs. Le copilote a ainsi lancé « Eh bien, bonne nuit » quelques minutes avant la désactivation totale de l'appareil. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La Crimée se jette avec ferveur dans les bras de la Russie. Avec ce rattachement, sans surprise, à 96%, Moscou remporte une partie cruciale dans son bras de fer avec l'Occident. Européens et Américains tentent à présent de stopper l'appétit russe en maniant l'arme des sanctions. Nous verrons pour quel effet tout à l'heure avec nos invités. Mais d'abord, les détails avec Cécile Sixou. Le rouble a remplacé la monnaie officielle, les biens de l'État sont désormais russes et les armées ukrainiennes ont été dissoutes. Tout va très vite en Crimée après le référendum de ce week-end qui accepte à près de 97% l'annexion de la Crimée par la Russie. Ce matin, les parlementaires ont voté à l'unanimité le rattachement de la péninsule à Moscou. Sans surprise, la réponse de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. Les 27 ont annoncé une série de sanctions contre 21 personnalités de la Fédération russe. Ces sanctions consistent à la fois à geler leurs avoirs et à les empêcher de se déplacer à l'étranger. Même châtiment des États-Unis, 11 dirigeants russes et ukrainiens sont concernés, dont l'ancien président Viktor Yanukovych. Barack Obama se dit même prêt à aller plus loin si les Russes ne retirent pas leurs troupes de Crimée. La prochaine étape consistera à adapter notre réponse en fonction de ce que fait la Russie. Je crois qu'il y a toujours un moyen de résoudre cette situation par la voie diplomatique. Cela veut dire que la Russie devra rapatrier ses forces en Crimée dans leurs casernes. Elle devra également accepter la présence d'observateurs internationaux supplémentaires et engager un dialogue avec le gouvernement ukrainien. Le gouvernement ukrainien, dont les marges de manœuvre sont restreintes, a d'ores et déjà déployé 40 000 réservistes. Plaque pair ou impair, tous les véhicules pourront rouler demain. En effet, la circulation alternée mise en place aujourd'hui pour cause de pics de pollution ne sera pas reconduite demain en Île-de-France. Retour à la normale donc pour les Franciliens grâce à une amélioration globale de la situation. Le principe qui prend fin ce soir à minuit précisément a plutôt bien fonctionné. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Cela n'aura duré qu'une journée. Le gouvernement décide de ne pas reconduire la circulation alternée. C'est la fin également de la gratuité des transports. Conséquence du bilan positif de la journée, 2 fois moins de bouchons et une baisse de la pollution. La situation s'est améliorée, assure Air Paris. On ne prévoit pas de dépassement du seuil d'information pour demain. On prévoit des niveaux qui ne devraient pas dépasser 35 microgrammes par mètre cube demain sur l'Île-de-France. Toute la journée, quelques 700 policiers étaient mobilisés sur une 60aine de points de contrôle afin de vérifier que seules les voitures à l'immatriculation impaire circulaient. 22 € d'amende pour les récalcitrants. À midi, près de 4000 PV ont été dressés. Le nombre de contrôles réalisés depuis ce matin est approximativement entre 120 et 130 et il faut compter un tiers de verbalisation. Cela roule parfaitement bien. Dans notre jargon, nous sommes en T1, cela veut dire que c'est relativement fluide. Habituellement, à cette heure de la matinée, nous sommes dans une densité de trafic assez forte. Pour le gouvernement, il y avait urgence à agir car la pollution s'est brusquement invitée dans la campagne municipale parisienne à une semaine du scrutin.
Et puis dans l'actualité, les jeux sont loin d'être faits dans le secteur des télécoms. L'ouverture de négociations exclusives entre Vivendi et Numéricable ne signifie pas pour autant un rachat définitif de SFR. Beaucoup reste encore à faire et le gouvernement tente toujours d'influer sur la situation et les engagements du nouveau roi des télécoms. Il s'agit de Patrick Drahi et on fait le point avec Quentin Calmet. Retenez ce visage, Patrick Drahi, fortune estimée à 4,5 milliards d'euros, est bientôt à la tête du deuxième acteur des télécoms en France. C'est lui qui a raflé la mise face à Bouygues Telecom pour le rachat de SFR par sa société Numéricable. Nous allons créer ici un champion national, un champion européen, en associant deux entreprises magnifiques, aux parcours différents mais très complémentaires, avec des ressources humaines de très haute qualité, pour permettre de déployer les meilleurs services dans un climat, j'espère, le plus concurrentiel possible sur le marché français. Objectif, créer un nouveau géant des télécoms capable d'équiper les ménages en téléphonie fixe et mobile, télévision et connexion à Internet à très haut débit, le tout reposant sur le réseau de fibre optique de Numéricable. Les négociations avec SFR devraient durer 3 semaines, le temps pour Patrick Drahi de convaincre les banques et les marchés de prêter 11,75 milliards d'euros nécessaires pour le rachat de SFR. Mais à peine ce projet dévoilé, Patrick Drahi est au centre d'une polémique sur sa domiciliation fiscale en Suisse. Arnaud Montebourg l'invite à revenir dans l'Hexagone. L'homme d'affaires botte en touche. Je vais déjà investir 3 milliards d'euros en France. C'est un rapatriement massif, il me semble-t-il. Si tous les investisseurs qui investissent en France rapatrient tous leurs capitaux en France, je fais pareil qu'eux demain matin. Mais dans ce bouleversement du paysage de la téléphonie, le vaincu d'hier garde quelque espoir. Un rapprochement Bouygues Telecom et Free resterait à l'ordre du jour. La suite du 22h à présent et nous évoquons les suites et les conséquences du rattachement de la Crimée à la Russie avec nos invités ce soir, le grand reporter au Figaro, Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous avez été récemment en Crimée, nous parlerons en détail ce soir de cette région et des suites du référendum. Et je rappelle également le titre de votre livre, Le Monde en marche chez CNRS Éditions. Avec nous également Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, politologue et professeur à Sciences Po. Et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On va évoquer ensemble les détails des sanctions mises en place par les Occidentaux. Et on va écouter à ce propos la réaction ce soir aux 20h de TF1 du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ce référendum n'a absolument aucune valeur parce qu'il est contraire à la constitution ukrainienne et contraire au droit international. Et faisons bien attention, c'est la crise la plus sérieuse depuis la fin de la guerre froide. Et pourquoi est-ce que c'est grave et même gravissime? C'est que si un pays, en l'occurrence la Russie, peut mettre la main sur une région, alors ça veut dire qu'il n'y a plus aucune frontière qui soit sûre dans le monde, et ça peut être à l'origine de conflits épouvantables. Parlons d'abord des sanctions, Jean-Luc Gombault. Quel peut être l'effet de ces sanctions, néfastes pour les uns et les autres? Alors aujourd'hui, on nous a présenté la deuxième phase des sanctions. Il y a eu la première phase, qui était à peu près il y a une semaine, sur le problème des visas. Aujourd'hui, on gèle les avoirs de 13 personnalités, dont une partie sont des Russes d'ailleurs, et l'autre partie sont des Ukrainiens. Et puis on nous dit qu'il y aura peut-être une troisième phase de sanctions. C'est pour ça vous dire quels vont être les effets. Si on se limite au problème strict des sanctions telles qu'elles nous ont été présentées, c'est pratiquement un coup d'épée dans l'eau. On est d'ailleurs très surpris que parmi les sanctions de personnalités particulièrement riches, qu'elles soient surtout les Russes, il n'y ait pas M. Poutine, qui est quand même considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde, avec 40 milliards d'euros d'après Bloomberg de fortune, ce qui est absolument considérable. Alors, Mme Belkacem nous a dit, aujourd'hui, on a entendu les Européens parler d'une seule voix. Mais c'est une illusion. Parce que c'est justement pour la raison pour laquelle les Européens n'arrivent pas à parler d'une seule voix, qu'ils n'arrivent pas à mettre en place des sanctions qui pourraient faire éventuellement... D'ailleurs, on n'a pas entendu le Britannique David Cameron. Exactement. Il est très intéressé par l'argent des Russes dans sa City de Londres. Les Français ont un problème particulier qui sont quand même la vente de vaisseaux pour porter des hélicoptères, le Mistral. Il y a quand même, c'est un marché quand même d'1,2 milliard et on ne va pas y renoncer comme ça, surtout dans la conjoncture actuelle. Et précisons que ce soir, Laurent Fabius dit ceci, la France pourrait envisager d'annuler la vente de ses navires. Alors, c'est intéressant comme remarque parce que pourrait envisager, dit-il, alors que déjà les Russes ont laissé entendre qu'ils pourraient remettre en question ce marché. Ce qui montre que c'est quelque chose qui ne va pas les perturber
outre mesure. Donc, quels sont les effets au jour d'aujourd'hui de ces fameuses sanctions? On peut dire qu'elles seront pratiquement nulles sur l'attitude de M. Poutine. Ce qui ne veut pas dire qu'il va monter les enchères, bien entendu. Oui, nous verrons et ce ne tout sera cela, pas les justement. sanctions. Renaud Girard, Laurent Fabius juge comme les Occidentaux que ce référendum est illégal. Et si on se place côté russe, à leurs yeux, est-ce que Poutine a simplement corrigé une aberration historique? Dans ce qu'a dit ce soir Laurent Fabius, c'est une chose qui est juste, c'est que l'utilisation d'une armée, en l'occurrence, c'était ce matin encore à Simferopol en Crimée, les Russes ont utilisé leur armée dans la péninsule puisqu'ils ont encerclé toutes les bases militaires ukrainiennes. Ils n'ont pas occupé les villes, il y avait très peu de soldats à Simferopol, vous avez montré des images, ou à Sébastopol, mais en revanche il y a quand même un investissement militaire et ça c'est vrai que c'est embêtant. En revanche, lorsqu'on l'entend faire la leçon sur le fait que le référendum est illégal et illégitime, comme il l'a dit, la France est mal placée pour donner des leçons dans la mesure où elle a accepté qu'un référendum soit fait au Kosovo, qu'on arrache le Kosovo de sa mère patrie, la Serbie, après d'ailleurs une opération de bombardement aérien de l'OTAN de 78 jours, opération militaire qui n'avait d'ailleurs pas été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je pense que les Occidentaux sont assez mal placés pour faire la leçon sur ce référendum. Malgré tout, ne fallait-il rien faire alors? À la réaction, ne fallait-il pas réagir? Je pense que nous avons, notre diplomatie a eu un temps de retard. C'est-à-dire que quand il y a eu, je pense que les trois, la troïka, c'est-à-dire le polonais, l'allemand et le français, ont eu raison d'aller dès le jeudi 20 février à Kiev pour arrêter le bain de sang et négocier avec Yanukovych. Mais là, on a zappé. Et ça, c'est très grave. Il fallait rester. Il fallait se souvenir de ce que faisait Kissinger dans les années 73, vous savez, quand il réglait les choses entre les Arabes et les Israéliens. Il fallait rester. Laurent Fabius est parti en Chine. Oui. Non, c'est à Moscou qu'il aurait dû aller. Et il fallait que les autres restent pour, précisément, faire appliquer cet accord qui avait été fait avec le président Yanukovych, parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez, Yanukovych c'est peut-être un très mauvais soldat, à long terme pour l'Ukraine, sans doute, très corrompu, etc. Mais à court terme, c'était un soldat indispensable, car il représentait, qu'on le veuille ou non, la moitié du pays, ou presque la moitié du pays, les russophones. Les autorités, les nouvelles autorités de Kiev, que représentent-elles? Le problème, c'est qu'il y avait eu un accord parrainé par les Européens, un accord politique entre des partis régulièrement élus au suffrage universel, et que cet accord politique a été balayé par la foule. Le problème est que cette foule, qui est très sympathique, qui séduit tous les reporters qui sont à Kiev, cette foule... Ça vous a séduit aussi? Non, moi j'essaie de rester neutre dans toute cette affaire, j'essaie de m'immuniser de l'enthousiasme révolutionnaire. Certains éléments très extrémistes dans cette foule, oui. Voilà, je crois qu'il faut toujours, quand on est journaliste, s'immuniser de l'enthousiasme révolutionnaire. On a connu cet enthousiasme révolutionnaire en Égypte, on n'a pas vu les frères musulmans venir, etc. Oui. Voilà. Non, alors je pense qu'il faut s'immuniser. Mais peu importe, il y avait cette foule, mais cette foule, si vous voulez, elle n'est pas reconnue par le citoyen lambda de Donetsk, du Dniepopetrovsk ou même d'Odessa ou de Kharkiv. Et c'était ça le problème. Alors que Yanukovych avait fait des concessions, il avait accepté des élections anticipées. Il avait accepté de revenir à une coalition. La faute originelle, c'est cet accord qui a volé en éclats. De ne pas l'avoir respecté et de ne pas avoir tout de suite, une fois que l'accord a été obtenu, le vendredi, malheureusement Fabius était déjà parti en Chine, mais par Steinmeier et Sikorsky, de ne pas l'avoir tout de suite vendu aux Russes, de ne pas avoir mis les Russes dans la boucle tout de suite. C'était ça l'erreur, je pense. Et maintenant, Stéphane Rosès, dans quoi s'engage-t-on? Est-ce qu'on risque de s'enferrer dans une sorte de guerre de tranchées avec d'un côté une stratégie de sanctions graduées, comme vient d'en parler Jean-Luc Gonvaux, et puis de l'autre, Poutine qui peut encore grignoter, avancer? Ce qui me frappe, je suis évidemment pas du tout un spécialiste, contrairement à Renaud Girard, mais ce qui me frappe vu de l'extérieur et à écouter les uns les autres, c'est que les Occidentaux, et sans doute parmi eux évidemment les Français, nous aimons bien les concepts de géopolitique, droit des peuples, droit international, soft power, hard power,
puissance militaire, puissance économique, et il y a toujours quelque chose qui me sidère et en même temps ne m'étonne pas trop de notre part, nous les Français, c'est que nous mésestimons la question des identités, des façons d'être, des façons de faire. Quand Renaud Girard dit que, par exemple, notre ministre part en Chine, alors que le sujet était sans doute la Russie. Quand j'entends Angela Merkel qui aurait dit au New York Times à Obama Poutine est irrationnel. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce qu'elle veut dire par là que les intérêts économiques, c'est la rationalité? Et je me demande s'il n'y a pas une mésestimation chez nous sur, par exemple, la question du rapport des Russes à l'espace. La Russie était un empire avant d'être une nation. Et d'ailleurs, le mot même Russie ne veut pas dire un espace, mais les habitants qui sont les Russes. Donc les Russes ont un problème avec l'espace. Et donc ce qui me frappe beaucoup dans le monde tel qu'il est maintenant, c'est que la question des identités, de l'affirmation de qui on est, me semble être beaucoup plus important que la question même des intérêts économiques. Donc nous rentrons maintenant dans un moment tragique au sens fort du terme, où on ne peut pas réduire la question du monde soit à la question de la géostratégie, soit à la question des intérêts économiques. Il y a des façons d'être, il y a des façons de faire quand l'histoire se met en branle, où il faut suffisamment comprendre l'autre pour bien s'adresser à l'autre. Donc, j'ai du patriotisme. Donc cette crise révèle bien plus que ce qu'on ne le croit. C'est pas juste un bout de territoire qui a été pressé, beaucoup plus que cela. Hier soir, les gens ont été dans la rue, c'était la libération de Paris, toutes choses égales par ailleurs. Les Russes, qu'on veuille ou non, enfin les habitants de Crimée, se sentaient libérés. Ça dansait dans les rues, c'était noir de monde. Enfin, vous avez vu les photos. On ne peut pas nier ce phénomène. On peut regretter que la Crimée se sépare de l'Ukraine, etc. Mais effectivement, les rationalités humaines et les peuples n'ont pas que des raisonnements économiques, des rationnels économiques. Il y a autre chose. Ça existe le patriotisme, ça existe l'attachement à la mère Russie, et ça existe les identités religieuses également. Il n'y a pas que les rationalités économiques. Et on aurait fait fi de tout cela. Et de la volonté de l'économiste, il n'y a pas que les intérêts économiques dans la vie. Évidemment, il n'y a pas que les intérêts économiques, mais ce que disent nos deux invités m'amène à cette réflexion suivante, c'est qu'en fin de compte, il y a une contradiction entre les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, principe, et autre principe, l'intangibilité des frontières. Et on risque, je pense, avec le développement de la crise, de se trouver dans des situations de ce type contradictoire où on ne sait pas très bien quoi faire. Parce que si ce que vous dites par rapport à ce qui s'est passé hier à la capitale de Crimée, ces gens ne veulent plus être ukrainiens, si j'ai bien compris. Donc c'est donc un peu plus compliqué que ce que vient de nous dire M. Fabius. Ils ne veulent plus être ukrainiens. Ils veulent être russes, si j'ai bien compris. Mais en même temps, il y a un autre principe, l'intangibilité des frontières. Comment on concilie les deux quand les gens ne veulent plus être ce que les frontières leur ont dit d'être depuis maintenant quelques décennies. Un principe que nous avons violé nous-mêmes. Oui. Alors, on l'avons violé au Kosovo en disant, surtout, c'était très naïf, vous savez, on se considère, on a dit, attention, on fait ça, mais surtout, ce n'est pas un précédent. On le faisait quand même. Et puis, nous l'avons violé en Afrique, puisque vous vous souvenez qu'en 64, il y a une conférence importante au Caire qui a dit l'intangibilité des frontières issues de la décolonisation, la conférence de l'OUA, et que nous avons, avec le succès que l'on sait, cassé le Soudan en deux et créé un nouveau pays qui est aujourd'hui dans le plus profond chaos. Il y a la confrontation des principes, il y a aussi ce que vous évoquiez, Stéphane Rosès, c'est la place, l'influence de la Russie dans le monde et le rôle finalement de Vladimir Poutine. Vladimir, le stratège, on voit tout cela avec Jérôme Rabier, on en parle juste après. Il s'est très peu exprimé sur le sujet, mais c'est bien Vladimir Poutine qui dirige en main propre le rattachement de la Crimée à la Russie. Le président russe refuse de reconnaître les nouvelles autorités de Kiev et c'est l'appel du président déchu, Viktor Yanukovych, qui légitime selon lui l'intervention en Crimée. Si le peuple ukrainien demande notre aide, et nous avons un appel officiel du président légitime, nous nous réservons le droit d'utiliser tous les moyens dont nous disposons pour protéger ces personnes. Et nous pensons que c'est légitime. Vladimir Poutine rêve de reconstruire un grand empire russe allant de Vladivostok à Kiev et l'Ukraine est une cible essentielle de cet objectif. Ils ont besoin de contrôler l'Ukraine parce que Vladimir Poutine a une sorte de projet de rétablir l'Union soviétique sous le nom d'Union eurasienne.
Et c'est impossible à faire sans l'Ukraine, parce que l'Ukraine est la deuxième république la plus importante de l'Union soviétique. Revenir à une grande Union soviétique, oui, mais dans un autre contexte que celui de la guerre froide. Dans un monde désormais mondialisé, Vladimir Poutine a bien compris que personne n'avait intérêt à se couper de la Russie. Je pense que dans le monde moderne dans lequel on vit, où tout est connecté et tout le monde dépend de l'autre d'une manière ou d'une autre, il est possible de nuire à quelqu'un. Mais ce serait un mal réciproque. Et ça aussi, il faut qu'ils y pensent. C'est aujourd'hui la Crimée qui est visée, mais quelle sera la prochaine cible? Le bruit des bottes résonne déjà à l'est de l'Ukraine. Personne ne sait aujourd'hui où s'arrêteront les rêves de grandeur de Vladimir Poutine. Voilà, notre journaliste Jérôme Rabier pose la question de la prochaine étape. Renaud Girard, quel est son dessein, son projet, son rêve à Vladimir Poutine? Je crois que ramener la Crimée, qui en fait a toujours été russe depuis Catherine II, vous savez, la Crimée c'était à la fois Yalta c'était le Cannes des Russes et Sébastopol le Toulon. Hein, donc, je crois que c'est important. Je crois qu'il est content de rester dans l'histoire pour être l'homme qui a ramené Sébastopol à la Russie. Je pense, je peux me tromper, mais j'aimerais savoir ce que pensent nos deux autres amis. Je pense qu'il va s'arrêter là. Je pense qu'il ne va pas, je ne crois pas qu'il aille intervenir, en tout cas qu'il envoie de son armée dans cette frange russophone de l'Est de l'Ukraine. Je ne pense pas que ce soit son intention. Maintenant, si effectivement il y a des événements incontrôlables, et on ne contrôle pas l'histoire, si par exemple cette garde nationale qui a été formée, on a lu ça dans les journaux ce matin, à Kiev, monte vers l'Est, s'il y a des échauffourées, s'il y a des Russes qui se font tuer, s'il y a une étincelle, là vous pouvez avoir effectivement un appel à l'aide, et ça ne sera pas tout de suite l'armée russe, mais ce seront les Cosaques, et vous pouvez avoir un scénario à la Yougoslave qui s'enclenche, mais j'ai noté que Poutine, au cours des derniers jours, restait quand même assez prudent. Il parlait des Occidentaux comme de ses partenaires. Et donc, personnellement, je ne crois pas immédiatement à une escalade, mais l'histoire est imprévisible. Et peut-être que Poutine va essayer de revenir aussi par la politique. Hein. Il va y avoir des élections en Ukraine, et l'opposition n'est pas du tout unie. Et puis, elle n'est pas du tout il pourrait blanche. Donc avoir un rôle Timoshenko, la jolie blonde avec ses nattes, elle est au moins aussi corrompue que Yanukovych. Hein, donc, il va peut-être essayer de revenir, d'avoir une influence par les élections. Il est tout à fait certain que Yanukovych est politiquement mort, là c'est fini, l'ancien président. Mais donc, le jeu de Poutine n'est pas arrêté, et je ne crois pas voir les chars déferler demain à Donetsk, mais j'aimerais avoir votre... Donc la stratégie du rapport de force pourrait se muer en une stratégie politique sur la scène à Kiev, ukrainienne. Parce que je confirme ce que vous venez de dire, parce que la situation économique en Russie n'est pas bonne. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la situation de 2008. 2008 avec l'affaire géorgienne. Taux de croissance russe, 8-10% par an. Aujourd'hui, pour un prix du pétrole et du gaz qui est à peu près du même niveau qu'en 2008, la croissance est à 1%. La situation russe n'est pas bonne. Donc là, il n'a pas perdu la face. On lui a imposé un gouvernement ukrainien qu'il rejette, mais donc il ne voulait pas perdre la face. Il a la Crimée dans sa besace. Il va la garder, et je pense que ce n'est pas son intérêt compte tenu de la situation économique, et ensuite de la situation économique des Européens, qui n'est pas bonne non plus, qui n'ont pas intérêt du tout à une confrontation. Donc on va en rester là, et puis voilà, puis le temps passera, la Crimée sera reconnue par personne, sauf par les Russes, et bien ça peut durer des années. Un statu quo peut-être qui arrange tout le monde, peut-être. Mais quelles conséquences, Stéphane Rosès, quand même à plus long terme, dans les autres régions du monde, où Russes et Occidentaux, rappelons-le, gèrent des dossiers sensibles. Est-ce que le Kremlin pourrait être prêt à utiliser son pouvoir de nuisance dans les grands dossiers internationaux comme le nucléaire iranien ou la Syrie encore? Il l'a déjà fait en Syrie.
Je crois que la Russie de Poutine essaye de peser, d'exister dans le monde tel qu'il est. Ils doivent avoir le sentiment qu'eux sont homogènes quand les Occidentaux ne le sont pas. Donc on a vu très certainement dans ce dossier qu'ils ont essayé de jouer des différences. D'ailleurs, la Troïka a bien tenu, mais avec l'Allemagne en première ligne, une Angela Merkel qui comprend, du fait de son histoire, sans doute mieux la Russie que d'autres. Donc on imagine, on l'a vu, alors là je parle, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, mais on a vu que la Russie tenait à un certain nombre de principes, le fait de la non-ingérence. Donc la Russie va essayer de peser par rapport à sa propre philosophie des relations internationales, qui souvent dépend de son propre sujet à elle et chez elle. Alors je ne suis pas certain que la Russie effectivement ait des visées expansionnistes. Je crois que la paranoïa traditionnelle de la Russie peut être renforcée avec Poutine. C'est sans cesse l'idée qu'il faut élargir un espace par rapport à ce que pourrait être des périls. Donc, me semble-t-il, il va falloir stabiliser l'Ukraine hors la Crimée. Je suis assez séduite par la thèse d'Hubert Védrine qui dit qu'on pourrait transformer l'Ukraine en sorte de Finlande. Il était notre invité jeudi dernier, il nous a parlé d'une finlandisation. Donc, je pense qu'il doit pouvoir y avoir un accord entre la Russie et l'Europe pour stabiliser l'Ukraine. Le sujet, c'est accepter qu'elle soit amputée de la Crimée. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais en tous les cas, messieurs, vous pariez sur une désescalade. Merci beaucoup, Renaud Girard. Je rappelle le titre de votre livre, Le Monde en marche, chez CNRS Éditions. Merci Jean-Luc Gombaud et Stéphane Rosès. La suite du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Et d'abord, l'enquête sur la disparition du vol MH370 qui se concentre désormais sur le pilote et copilote aux commandes de l'avion. Le tour de l'info, il est signé ce soir, Flora Sauvage. Regardez. Le mystère demeure. Depuis le 8 mars, on est sans nouvelles du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines. Après une dernière communication émise à 1h21, l'avion aurait poursuivi sa course pendant 7 heures, et ce, en évitant les radars civils. Ces systèmes de transmission de données auraient été coupés volontairement. Aujourd'hui, 26 pays viennent en aide aux autorités malaisiennes pour tenter de retrouver le Boeing 777. Hier, des experts chinois ont rejoint l'équipe d'investigation. Aujourd'hui, ce sont des enquêteurs français qui ont également rejoint l'équipe. Ces autorités travaillent avec la Malaysia Airlines et le département d'aviation civile pour collecter toutes les données qui peuvent contribuer à faire avancer l'enquête. Simple oubli ou rétention d'informations, la directrice de cabinet de Christiane Taubira n'aurait pas transmis les informations à sa ministre. La garde des Sceaux disait vrai quand elle affirmait qu'elle ne savait pas que Nicolas Sarkozy était sur écoute. Elle n'a été informée que le 11 mars, au lendemain de son intervention sur TF1, lors d'une réunion qu'elle a convoquée à la chancellerie. C'était une figure du syndicalisme. Marc Blondel est décédé dimanche à la suite de troubles cardiaques. L'ex-secrétaire général de Force ouvrière aux manettes de 1989 à 2004 ne laissait personne indifférent. Marc Blondel a connu son heure de gloire en s'opposant à la réforme Juppé sur les retraites en 1995. Il a également lutté avec vigueur contre les 35 heures de Martine Aubry. Son successeur à la tête de FO, Jean-Claude Mailly, a tenu à lui rendre hommage. Contrairement aux apparences, l'apparence de quelqu'un d'extravagant, ou extraverti plus exactement, c'était, quand on le connaissait bien, c'était un grand sensible. C'était quelqu'un de très pudique, comme quoi la complexité des hommes et des femmes, c'est quelque chose de sérieux et de réel. Il est encore temps de faire sa procuration pour le premier tour des élections municipales dimanche. Il suffit de se rendre à son commissariat, sa gendarmerie ou au tribunal d'instance le plus proche. Pas besoin de justificatif, il faut simplement remplir une déclaration sur l'honneur et choisir une personne de confiance qui vote dans la même commune. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Votre soirée se poursuit avec le documentaire du lundi sur Public Sénat. Belle et douce nuit à vous. À demain, avec plaisir bien sûr.